Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur hommedinfluence.com. Alors tu t'en doutes Stéphane, après l'ouragan, l'orage, la tempête médiatique qui s'est abattue sur tes épaules, les épaules de votre sociologue préféré, on revient pour vous les auditeurs et les auditrices, pour tous ceux qui mettent des pouces bleus et des commentaires. Vous pouvez commencer dès maintenant. Et aujourd'hui on s'attaque et Oui, on alors tiens, analyse puisque tu me donnes l'occasion d'y revenir, Oui. on rappelle ce qu'on a découvert très récemment, mais dont on se doutait, que l'algorithme de YouTube, désormais, ne met en avant que les vidéos les plus commentées et les plus likées. Donc prenez pour réflexe, je sais que c'est c'est une demande qui peut vous paraître peut-être un petit peu insistante, ou c'est quelque chose que vous ne comprenez pas si vous n'êtes pas créateur de contenu, si vous êtes consommateur de contenu gratuit. Mais bon sang de bois, systématiquement, quand une chaîne que vous aimez produit un nouveau podcast ou un nouveau ce que vous voulez, le premier réflexe que vous devez avoir, c'est le pouce et éventuellement un petit commentaire. Je le fais à titre personnel d'ailleurs pour toutes les chaînes que je suis et qui produisent des contenus qui me plaisent. Je leur mets systématiquement, je leur passe le pouce en bleu immédiatement, même avant d'avoir vu la vidéo. Voilà. C'est une question d'algorithme et je pense que Léo fait pareil pour les contenus qu'il suit. Donc prenez cette habitude-là. Si vous ne l'avez pas encore fait au bout de quelques secondes, là, on attend. Voilà, 1, 2, On attend patiemment. 3. Et d'ailleurs, on sait que nos contenus sont assez longs et rien ne vous empêche de mettre des commentaires au fur et à mesure de votre écoute. Hein. Oui, très bonne idée d'ailleurs. Ça ne sera que meilleur. Donc je disais, aujourd'hui on s'attaque et on analyse un nouveau podcast de Slate qui s'intitule L'histoire de Sébastien dont la vie d'injustice a commencé dès ses 4 ans. Oui. C'est un petit peu tôt pour avoir une vie d'injustice. Au programme, restez bien avec nous puisqu'on va parler des pervers narcissiques que vous, mesdames et mesdemoiselles, vous connaissez bien, de la définition d'un homme et puis bien d'autres choses encore. Augmentez le volume, installez-vous confortablement. Un petit mot à rajouter avant que je presse le bouton play. Oui, ben on va rajouter que cette vidéo sera publiée au mois de décembre 2016. Ouais, que c'est mieux, ouais. nous l'enregistrons le 11 décembre au soir et que depuis hier jusqu'au soir de Noël, enfin jusqu'au jour de Noël plutôt, parce que dans ma famille on fêtait Noël le 25 et non pas le 24, ce sont les offres de Noël. Et les offres de Noël, c'est le moyen de vous offrir avec des bénéfices supplémentaires les contenus mijotés, concoctés toute l'année par votre sociologue préféré. Alors, si vous êtes un consommateur, comme on l'a dit tout à l'heure, de contenu gratuit, évidemment, pour vous, cela s'arrête à des phone coaching et à quelques podcasts et à des articles. Mais en réalité, comme on le dit depuis 10 ans maintenant, tout ça, ça n'est que la couche superficielle, la couche externe de l'iceberg. En réalité, mes concepts les plus pertinents, les plus dissidents, sont dans les séminaires. C'est là qu'est mon matériau. Et dans les livres, le contenu est édulcoré pour des raisons il passe à travers le filtre de la publication. Sur les réseaux sociaux, il sera de plus en plus édulcoré pour les raisons de climat délétère que l'on a évoquées. Donc en réalité, il faut bien comprendre que le vrai matériau brut de pomme, il est dorénavant exclusivement dans les séminaires que je rédige chaque mois à raison de 10 par an, c'est-à-dire les 10 mois de l'année en excluant décembre et août. Et Noël est le meilleur moyen de vous les procurer. Et ce Noël-ci, pour ces offres-ci, il y a trois bénéfices. Le premier, c'est qu'ils sont tous disponibles alors que le reste de l'année, ce n'est pas le cas. Certains sont disponibles et d'autres pas. La deuxième raison, c'est que jusqu'au 25 décembre, vous bénéficiez de 15% de réduction avec le coupon Noël dans le cœur. Donc sur madconsulting.fr, une fois que vous avez mis les séminaires de votre choix, vos séminaires chouchous dans le panier, il suffit en bas du panier à gauche ou à droite, je crois que c'est à gauche, il y a une case coupon, vous tapez Noël dans le cœur et vous verrez que de façon magique, 15% sont déduits. Ces 15% sont cumulables avec la remise groupée. La remise groupée, elle existe depuis des années et elle fait que plus vous commandez de demi-journée, moins la demi-journée est coûteuse. Donc c'est une remise, on va dire, sur le volume. C'est une économie croissante avec le volume, ce qu'on appelle une remise groupée. Et troisième bénéfice de ce Noël 2016, si vous êtes VIP, c'est-à-dire si vous faites partie de nos 100 et quelques VIP chéris, vous avez 10% supplémentaires. Ce qui peut vous faire potentiellement donc la cumulable
3 réductions. Cumulable. Contrairement à quand on va à la Redoute où c'est marqué offre non cumulable. Voilà, là il n'y a aucune astérisque. C'est le seul moment de l'année où vous pouvez cumuler 3 réductions. La remise groupée, c'est-à-dire le volume, les 15% et les 10%. Voilà. Si vous n'étiez pas encore VIP, hommeDinfluence.com/VIP, et si vous vous demandiez où sont ces fameux séminaires, donc bruts de pommes, non censurés, qui contiennent la crème de la crème, mat-consulting.fr. Les podcasts, les phone coaching et tout ce qu'on vous met gratuitement en ligne en sont des illustrations, en sont des exemples, puisent dans cette base de contenu, de concepts, mais n'en sont pas le cœur, évidemment. Évidemment. Alors d'ailleurs, je crois qu'on peut tout de suite, pour ceux qui n'auraient pas écouté le début, mettre un petit pouce bleu pour cette généreuse offre de Noël. Et je m'apprête donc à cliquer sur le bouton play. Ready, Stéphane? Tu es ready? Oui, alors je suis prêt et on va quand même peut-être justifier un petit peu le choix de ce podcast qui, une fois n'est pas coutume, n'est pas à proprement parler en rapport avec les relations hommes-femmes, mais qui est un podcast en fait de relations homme-homme, puisque c'est un podcast articulé autour de la relation d'un enfant puis devenu adolescent et devenu adulte, et de son père qui remplit un certain nombre de critères dont la personnalité exubérante et intraitable fait qu'il serait qualifié aujourd'hui, de nos jours, de pervers narcissique. Et c'est une thématique que de nombreuses personnes, notamment féminines, mais pas seulement, me demandent de traiter depuis des années. Et je n'ai jamais vraiment trouvé l'angle pour aborder ce cas du pervers narcissique, sachant que c'est un problème plutôt psychologique, mais que nous l'aborderons, car aucun de nous deux ne s'improvise ou ne se décerne des titres non reconnus, donc je ne me décernerai jamais le titre de psychologue, pas plus que celui de sociologue d'ailleurs. Sociologue, je le suis, psychologue, je ne le suis pas, mais simplement, j'aborde avec des outils sociologiques des problématiques psychologiques. Donc je fais ipso facto de la socio-psychologie ou de la psycho-sociologie. Et donc nous essaierons, sur cette heure et quelques d'illustration, de vous donner un certain nombre de clés de lecture et de vous faire entendre des choses à propos de cette catégorie d'hommes intitulée pervers narcissique que peut-être l'idéologie dominante, la doxa et la psychologie à l'eau de rose, que notre ami Valterio appelle la psyrose, ne vous ont pas dites ou ne vous ont pas fait entendre. Donc voilà, les femmes qui se plaignaient de ne pas entendre notre avis et notre position sur le pervers narcissique, eh bien vous allez maintenant l'entendre. Et les hommes qui avaient un certain nombre de questionnements sur le rapport à leur papa, ou même à eux en tant que père, ou même à eux dans l'absolu, eh bien espérons pouvoir un peu les renseigner sur eux-mêmes. C'est notre première mission, vous renseigner sur vous-même et comprendre ceux qui vous entourent. Alors allons-y. J'avais adoré le roman d'Édouard Louis, En finir avec Eddie Bellegueule. J'avais adoré notamment pour ce qu'il racontait de l'injonction faite aux petits garçons de devenir de vrais hommes. Édouard Louis, enfant efféminé dans un monde qui érigeait la virilité en valeur cardinale, écrivait « La plupart du temps, ils me disaient gonzesse, et gonzesse était de loin l'insulte la plus violente pour eux. Même ma mère disait d'elle « J'ai des couilles, moi. Je me laisse pas faire. » Avoir des couilles, c'est avoir droit à la violence. Et quand on ne donne à un petit garçon ni douceur, ni amour, ni confort, ni mots, et que l'on attend de lui qu'il soit un vrai petit homme, alors il se saisit de la violence. Elle monte en lui. C'est l'histoire de Sébastien, au micro d'Alexandre Moniol. On remercie encore une fois Charlotte Pulansky pour cette merveilleuse introduction. Donc vous l'avez entendu, petit garçon qui ne reçoit... Elle est mieux que d'habitude, Charlotte, je trouve, son introduction. Elle est mieux écrite. Yes, je crois qu'elle elle s'améliore. Elle nous a peut-être entendu en fait, elle nous a peut-être écouté. Salut Charlotte. Salut Charlotte. Tu t'es amélioré ou tu t'es fait aider éventuellement? Je sais pas si c'est misogyne de dire ça. Bah, si elle s'est fait aider par une femme, c'est bon. Petite histoire de Sébastien qui n'a pas reçu assez d'amour et qui peut-être est devenu violent.
fils a 8 ans. Donc on se chamaille avec mon fils, on se fait des chatouilles, on rigole, on se bouscule un petit peu. Et un enfant, des fois, ça monte un peu dans les tours, ça s'énerve, ça veut aller plus loin. Et là, j'arrête tout de suite, presque à me disputer avec lui, presque à le gronder. Il faut dire, non, c'est bon, t'arrives pas à te contrôler, non, on arrête. Mais papa, je veux jouer. Non, on arrête. On arrête, ça va trop loin, non, pas de bagarre, pas de... On se chamaille, d'accord, mais stop, terminé. Mais je peux pas, je pense que... Alors je lutte, parce que des fois, ce côté violent est ressurgi, donc c'est une lutte permanente après personnelle, mais je refuse tout acte de violence, Alors, je suis pas non plus le parent laxiste qui, mon Dieu, on touche pas aux enfants. Voilà, il y a quand même une certaine autorité à avoir. Mais en tout cas, pas dans le jeu, parce que le jeu, c'est pour jouer, c'est pas pour briser, c'est pas pour faire comprendre à un enfant que l'autorité, c'est le père, c'est pas en jouant. Donc le décor est posé, je crois qu'on est en face d'un individu pour l'instant tout à fait équilibré. Et on ne peut que se demander pourquoi il nous explique qu'il a mis en place cette stratégie, ou en tout cas ce comportement avec son fils. Pour l'instant, il n'a pas mis grand-chose en place. Équilibré, ça se discute. C'est moralement... Tout le monde, c'est comme le bon sens, c'est la chose au monde la plus partagée, donc tout le monde évidemment se juge plus équilibré que le voisin, et oui. on voit la poutre dans l'œil du voisin, alors qu'on ne voit pas on voit la poussière dans l'œil du voisin, on ne voit pas la poutre dans le sien. Donc est-ce qu'il est plus équilibré que toi et moi? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que manifestement, il a dessiné des contours au jeu qu'il pratique avec son fils, et il évoque une certaine forme de limite, une certaine forme de contour, de délimitation, que son fils ne doit pas franchir, et au risque de quelque chose. C'est-à-dire que son fils ne peut pas franchir la limite, le contour de la chamaillerie physique, au risque d'enfreindre donc la règle fixée par le père, et au risque, on ne sait pas, on est censé ne pas l'avoir écouté. Alors en fait, si on l'a écouté, bien sûr, ce podcast de Slate, on va le découvrir. Mais la première question qu'on peut se poser, c'est en quoi est en proie le père, dans la mesure où le fils, au conditionnel, franchirait la limite à ne pas franchir, franchirait l'infranchissable. Voilà, donc il est équilibré ou pas. À mon avis, c'est un faux débat de savoir si nous sommes équilibrés ou pas. Mm-hmm. Et par contre, le cadre, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est que risque le fils à franchir le cadre franchi par le père, instauré par le père, et que risque le père à voir son fils franchir un cadre par lui instauré. Voilà, ça m'intéresserait. Mm-hmm. Après, est-ce que le père est équilibré ou pas? Est-ce que nos pères étaient équilibrés? C'est un autre débat. C'est un autre débat. Dès que tout se mélange, c'est quelque chose que j'ai du mal à accepter, donc je préfère tout arrêter. Le rapport de force me rappelle pas mal de mauvais souvenirs. Alors, aussi bizarre que ça puisse paraître, j'ai aimé mon père d'un amour incroyable. J'aimais mon père et tout ce qui se passait pour moi était quelque chose qui n'était pas normal. Donc j'ai toujours eu, quelque part, caché au fond de moi l'espoir qu'un jour je trouve la faille qui aurait fait que j'arrive à avoir des liens avec mon père et que j'arrive à le faire changer. Afin que nos auditeurs aient une espèce de background visuel, ou en tout cas visuel par l'imagination, je suis en train de me servir un verre de rhum Rivière du Mât de la Réunion, opus numéro 5, vieilli en fût pendant, 12 ans, je crois. 12 ans, ça fait long. Et toi, qu'est-ce que tu bois à San Francisco? Là, à côté de moi, il faut savoir que c'est quand même le matin. Donc boire du rhum à 10h du matin, c'est un peu tendu. Donc la boisson qui se trouve le plus proche de moi, c'est une eau citronnée. Voilà. Bon, très bien. Donc un verre de rhum vieux et de l'eau citronnée. À votre santé, chers auditeurs et auditrices. Avec modération. Avec modération.
Au tout début de ma vie, j'ai une vie assez particulière, une vie familiale assez particulière. À ce moment-là, je vis à Saint-Étienne, chez ma mère, en banlieue. J'ai une petite sœur qui est handicapée. On a 2 ans d'écart. J'ai un père qui travaille beaucoup, que je vois beaucoup le week-end. La semaine, il est rarement là, ou de temps en temps le soir. Et c'est quelqu'un qui part souvent en déplacement. De temps en temps, on part en week-end à la campagne, mais bon, c'est vraiment quand il avait le temps. Le patriarche fait, on n'a pas à discuter ses ordres, il prend des décisions et les enfants suivent, se taisent parce qu'on n'a pas notre mot à dire. On lui a inculqué pas l'ultra-violence, mais la sévérité, la rigueur, mais limite moyenâgeuse. C'est un père qui, au tout départ, est un vrai père, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est un père autoritaire, mais qui reste un papa. Je ne sais pas trop ce qui a fait que mon père, à un moment donné, a changé. Mais progressivement, l'autorité italienne s'est fait sentir. L'autorité italienne. Je crois qu'on a un spécialiste au bout du fil. Est-ce que l'autorité italienne existe-t-elle vraiment ? Existe-t-elle vraiment, tu veux dire ? Existe-t-elle Tu fais une répétition. Oui. Écoute, je pense qu'il faut se méfier des paires de lunettes qui sont quand même beaucoup trop grossissantes, plutôt beaucoup trop rapetissantes. Moi, je fais pas de l'ultra macro comme ça. Le déterminisme nationaliste, je n'en sais rien. Les Italiens sont aussi différents d'une rue à l'autre que du nord au sud, que de l'est à l'ouest. C'est comme si on disait le papa français, la maman française, la tata russe. Non. Je me méfie de ce genre de grille de lecture. Je n'ai vu des... Enfin, le seul dénominateur commun aux parents italiens, c'est qu'ils gèrent très mal la crise de l'adolescence et que les adolescents italiens sont des insupportables bouffons. Mais à cette petite nuance-là, je me méfie des clichés qui opposeraient le nord et le sud. Je me méfie d'une grille de lecture du monde horizontal où les papas italiens auraient la barbe dure et la main qui le serait tout autant, et où les mamans du Nord auraient où les papas du Nord auraient je sais pas quoi, des taches de rousseur et des sacs à dos ventraux, des sacs ventraux dans lesquels ils transporteraient le bébé plein d'amour. Non, je refuse de souscrire à ce qui convient d'appeler, à mon avis, un cliché. Donc je refuse d'y souscrire. Continuons, marchons en avant, comme Macron. T'as entendu Macron hurler dans son dernier discours là ? C'est marrant, juste avant le podcast, j'ai écouté justement cet extrait et où il se défonce les cordes vocales. Hein. À la fin, il devient fou et on sent... C'est marrant parce que tout le long de ces hurlements, on voit une espèce de tout petit rictus au coin des lèvres et on sent qu'il jouit de ce moment-là. T'as l'impression, effectivement, d'une part, qu'il n'est pas tout à fait certain que cela soit en train de se produire, ouais. Qu'il est un petit peu submergé par l'effet d'auto-entraînement et d'auto-alimentation chez la foule qu'il est sur le point de créer. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'énergie cinétique. Tu sais, dans un de mes premiers séminaires enregistrés, peut-être même le premier, qui s'appelait « Être sexué », je parlais de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle. Ah, rappelle-nous ce petit concept. Alors, en fait, c'est de la science physique de niveau lycée. Hein. Ça n'a rien finalement de très complexe en théorie. Quiconque est allé jusqu'au bac l'a appris. Mais le problème, c'est qu'il y a une partie de la population qui s'empresse de désapprendre tout ce qu'elle a appris sous le prétexte que ce serait un poids. Et ceux qui nous écouteraient, qui n'auraient pas le bac, restez, comme ça vous allez apprendre quelque chose. Voilà, donc si vous n'avez pas le bac, restez. Et si vous avez le bac, essayez de comprendre que ce qu'on a appris, le but est de réutiliser dans la vie quotidienne ce que nous ont appris nos profs à l'école en faisant des médiations. Hein, c'est comme l'orthographe, la grammaire, la syntaxe. L'idée est d'arriver à comprendre ce qu'une règle scolaire, en quoi elle peut s'intégrer, s'encastrer dans les dilemmes que l'on a à affronter au quotidien. Et l'énergie cinétique et l'énergie potentielle, c'est cette distinction entre l'énergie qui s'auto-entraîne par le mouvement qu'on est en train de créer et celle qui, on va dire, appartient plutôt à la catégorie de la menace. C'est-à-dire que l'énergie potentielle, c'est la gifle que tu peux prendre par ton père. Tu vois, là, on fait une médiation entre Macron et le podcast. C'est très fort, ouais. Un vieux séminaire. L'énergie potentielle, c'est celle que tu peux prendre
la douleur que tu peux ressentir à la main de ton père que tu peux prendre sur la figure, mais la main est encore en l'air, elle est immobile et elle ne s'est pas abattue sur ta petite tête. Tu vois bien qu'il y a une énergie et une tension dans la pièce, mais de gifle, il n'y a pas encore eu. Vrai. Donc c'est une énergie potentielle, elle peut te tomber dessus, elle peut te faire mal, et elle peut te rendre rouge et souffreteux, mais elle ne s'est pas encore produite. L'énergie potentielle, c'est Macron avant qu'il n'annonce sa candidature. Il avait potentiellement l'énergie susceptible de changer la donne. Enfin, de changer la donne, pas de la France, ça, il ne changera rien, mais de la donne de l'échiquier politique, média politique plutôt. Hein, comme dit le brillant Jean Covici, l'énergie, c'est la capacité à transformer la matière. Donc un politique dont la décision de se présenter ou pas change la donne média politique est un politique qui, par définition, a une énergie potentielle. Yes. Maintenant qu'il a avoué, maintenant qu'il s'est présenté officiellement, dans un discours d'ailleurs assez tiède et neutre, voire veule, qui lui a été reproché, qui a fait l'objet de critiques, maintenant qu'il s'est présenté, cette énergie potentielle a disparu, puisque plus personne n'attend l'annonce de sa présentation. Exactement. Et par contre, ce que nous avons vu hier soir, mais qui s'est peut-être déroulé avant-hier soir ou je ne sais pas quand, c'est qu'un homme pris par l'effet d'engrainement, d'entraînement de son propre discours et de la répercussion de son propre discours sur une foule chauffée à blanc, à un moment, dans une dialectique entre lui et la foule, un peu comme une star du rock, a créé une quantité d'énergie qui le dépasse. C'est-à-dire qu'à un moment, on voit dans son regard et dans ses inflexions qu'il est complètement dépassé par ce qui est en train de se passer, qu'il essaie de se mettre au niveau du bruit ambiant et qu'à un moment, il ne contrôle plus rien. Ça, c'est l'énergie cinétique. L'énergie cinétique, c'est quand l'objet, par sa propre chute, par son propre entraînement, par son propre poids, ou par l'écho qui est fait à son mouvement, à un moment, prend de la vitesse. Voilà, l'énergie cinétique, c'est quand le skieur prend trop de vitesse et qu'il commence à avoir les chocottes. Très bien. Donc pour Macron, c'est un avorton avec une faible énergie potentielle qui tout à coup se retrouve par un jeu comme ça de dialectique avec son public chauffé à blanc à la tête d'une très grosse énergie cinétique. Mais le gros défaut de l'énergie cinétique, c'est qu'elle est très brève dans le temps finalement. C'est-à-dire que le discours terminé et tout le monde rentré chez soi, il n'en reste plus rien à part une vidéo sur Twitter. Exactement. Allez, on continue. À 4 ans, j'apprends une nouvelle assez compliquée à gérer où mon père et ma mère m'expliquent que mon père a une double vie. Que mon père aime ma mère, mais que ma mère est sa chérie, mais pas sa femme. Mon père a une femme avec qui il s'est marié. Il a des enfants. Et il a ma mère qui est sa chérie, maîtresse. avec qui il a lui aussi des enfants. Yes. Bah, sauf qu'il a des... Enfin, sauf, je sais pas, mais il a des enfants avec les deux. Après ce qu'il vient de dire. Oui, il a des enfants avec les deux, néanmoins, il vient quand même d'établir une hiérarchie. Puisqu'il y en a une qui s'appelle la femme et l'autre qui ne s'appelle pas la femme, donc c'est une hiérarchie. Il y a la mère et l'autre femme, oui. Non, il a dit, reviens un petit peu en arrière, je crois qu'il a dit ma femme. Père a une femme avec qui il s'est marié. Il a des enfants. Et il a ma mère qui est sa chérie, avec qui il a lui aussi des enfants. Voilà, une femme avec qui il s'est marié, avec qui il a eu des enfants, et ma mère. Tu vois, alors peut-être que c'est moi qui l'entrevois plus que de raison, mais on sent bien quand même que sa mère était un second choix. Enfin, à la deuxième place dans la voiture, elle est à la place du mort un petit peu quand même. Je l'ai pas senti, mais j'écoute ta proposition. Moi, c'est ma sensation, c'est ma part de F, tu vois, c'est mon 30% de F qui parle. Et comme je le sens avec mon ventre, j'ai forcément raison. Oui. Forcément. Ok. Je continue alors. Donc moi, la question qu'un enfant peut avoir, c'est mais pourquoi tu quittes pas ta femme si tu me dis que maman t'aime et que tu l'aimes? Là, on me dit non, surtout pas, on ne divorce pas, ça se fait pas, c'est
pas comme ça que ça marche. Donc, je comprends pas trop, mais il faut l'accepter. Voilà, c'est comme ça, c'est la fatalité. Pour l'instant, j'engrange des informations qui me plaisent pas, comme si on créait un programme et on n'a pas encore touché sur la touche entrée pour voir ce que ça C'est une donne. appellation, la fatalité, c'est une appellation qui pourrait presque résumer les 3/4 de ce podcast. Sauf que ce qui va être intéressant, c'est de voir comment la fatalité est perçue par un enfant de 4 ans et comment elle est perçue par une femme adulte, ou en tout cas qui est en âge de l'être. C'est-à-dire qu'un enfant de 4 ans subisse comme un destin fatal les choix amoureux, sexuels et logistiques des gens qui l'éduquent, c'est malheureusement sa seule option. Par contre, ce que l'on verra, c'est toujours le refus de sa mère biologique, donc de la maîtresse de son père, c'est toujours le refus de considérer une des options possibles de son échiquier stratégique, qui est à un moment de partir, de s'autonomiser et d'élever finalement son enfant, peut-être avec un autre homme, car il y a des cas où ça reste la meilleure solution, ou par elle-même. C'est-à-dire qu'on verra que tout l'enjeu, et c'est là qu'on touche à une part d'ombre de la femme, dont on me répétera encore une fois que je suis parfaitement misogyne, mais je répondrai à ceux et à celles qui oseraient le faire, que nous allons également dans ce podcast faire largement ombrage à H et à H pur, hein, les deux sexes, les deux genres ayant leur part d'ombre dans des proportions aussi importantes l'une que l'autre. Donc là, on verra la part d'ombre de F, avant de voir celle de H ou vice-versa. Mais là, on verra notamment celle de F dans un moment sa capacité à subir son destin un petit peu comme une esclave. Cette phrase n'est pas de moi, qu'on ne me la mette pas dans la bouche, elle est de Raymond Radiguet dans Le Diable au corps, qui disait « L'amour lui donnait une nature d'esclave ». Et d'ailleurs, Valterio le dit également, un homme, ou je ne sais plus si, je lis beaucoup en ce moment, j'ai peut-être des incertitudes ou des moments d'hésitation sur l'origine de mes citations. Valterio ou un autre disait « L'amour rend une femme soumise et un homme un tyran ». Tu vois l'homme amoureux est un tyran fou, et pour combiner Valterio et Radiguet, et la femme amoureuse et devient une esclave soumise. Et donc là, on va voir que tout au long de ce podcast, l'enjeu, c'est le refus quasiment dogmatique de la mère biologique de, je ne sais plus comment il s'appelle, Sébastien, d'envisager une de ses options de sortie, qui est simplement le départ. Je vois. C'est-à-dire que le départ et à un moment l'autonomie, l'individuation, l'atomisation, simplement prendre la porte et quitter ce ménage à trois, est une solution qui n'est jamais considérée. Et donc à un moment, il va falloir s'interroger, et c'est là que ça va gratter un petit peu, il va falloir s'interroger sur la part de responsabilité de la mère. Continuons avant de s'interroger. Tu as raison. Un jour, il amène mon plus petit de demi-frère chez moi, en prévenant bien, voilà, je vais te faire rencontrer ton frère, mais il faudra bien que tu dises que tu es le fils d'un client, que c'est juste que ce client, c'est un ami. Donc là, je rencontre mon plus jeune des demi-frères, qui a 1 an de plus que moi, Dominique. Je le vois assez souvent pendant presque 1 an, où des fois, ma mère officiellement garde mon demi-frère. Donc, pour la femme de mon père, c'est comme une nounou. Ce qui me permet, moi, d'avoir des relations de coude. Tu vois le rapport de subordination, là ? Ouais. Ou tu le sens pas encore ? Ah bah là, on l'a bien senti. Tu la vois là. dans ta gueule ou... Là, oui, bah, sa mère qui devient une nounou pour l'autre, c'est sûr que là, la subordination, elle est directe et c'est même assez glauque comme situation. Ben, c'est ce que j'avais ressenti simplement à la façon dont il a évoqué cette nuance dans les termes, hein, cette nuance sémantique entre la femme de son père qui est sa vraie femme et sa mère qui n'est qu'une chérie, avec tout l'euphémisme misérable de la chérie. Ben, tu vois, j'avais deviné par le petit trou de la fenêtre ce qu'on vient de se prendre là avec les carreaux grands ouverts. C'est-à-dire que sa mère est encore une fois
tu vas me dire avançons, mais rends-toi bien compte du rapport de subordination consenti et très malsain, oui. Consenti et très malsain de sa mère. Donc, pour les féministes acharnées, je mettrai la dose au père dans quelques minutes, ne vous inquiétez pas. Il a sa part d'ombre et c'est un connard. Donc, j'exige bien que tout le monde entende mon opinion sur cet homme-là, c'est un connard. Néanmoins, on peut considérer que de ce système d'acteurs concrets, comme diraient mes profs de sociologie, de ce système d'action concret, il n'y a pas victime unilatérale et bourreau unilatéral. Hein ? Oui, le père sera un bourreau à bien des égards, mais qu'est-ce qui a pris à cette mère de se subordonner à un homme qui a déjà fait foyer ailleurs et de garder ses enfants comme une nounou? Qu'est-ce qui lui passe par la tête? Où est son libre arbitre? Où est sa part de femme adulte? Et où est sa vue à long terme de ce qui est bien pour son fils à elle? Est-ce bien pour son fils à elle que celui-ci perçoive sa mère biologique comme la nounou de son second père? Est-ce qu'il est autorisé encore de se poser cette question? Eh bien, si vous voulez avoir la réponse, continuez la lecture, ne mettez pas stop et mettez un pouce en l'air. Voilà, mettez un petit pouce en l'air si vous avez, pour féliciter ceux qui ont le courage de poser les vraies questions. Caché. C'est-à-dire que pour lui, je suis un copain, je suis le fils d'un ami de son père, mais pour moi, dans ma tête, c'est mon frère et je joue avec mon frère, mais je dois rien dire. Là, il commence à avoir un sentiment un peu de révolte parce que c'est ultra douloureux de regarder son frère, d'aimer son frère, parce que à ce moment-là, tu l'aimes, c'est déraisonné. Tu l'aimes pas comme un ami, tu l'aimes comme un frère, parce que c'est ton frère. Donc tu crées une affection envers lui qui est, aux yeux des gens qui sont pas au courant, presque malsaine. Parce que j'ai envie de le prendre dans mes bras, j'ai envie de le serrer fort, parce que pour moi, c'est mon frère, mais je peux pas lui dire. Donc il y a quelque chose d'un peu particulier. Et mon père a arrêté de me l'amener, parce que Dominique, du coup, chez lui, commençait à en parler. Il parlait de Sébastien, de son copain, que c'était son meilleur ami, qu'il voulait plus rester chez lui, il voulait aller voir son copain, Donc là, ça a commencé... J'ai commencé, moi, en tant que personne, à être un peu trop présent dans la famille officielle de mon père. Donc là, du jour au lendemain, sans explication, j'ai arrêté de voir mon demi-frère. On verra que l'absence d'explication, on voit maintenant d'ailleurs, que l'absence d'explication, c'est toujours un marqueur de celui qui a le pouvoir. Oui, j'ai le pouvoir, c'est ce que donc j'ai le droit de ne pas te donner d'explication. C'est ce que je tentais d'expliquer via l'interface de chat VIP à un phone coaché très récent dont la copine a invité son ami d'enfance à dormir chez elle pendant qu'il veillait son père malade. Je pense que tu vois de qui je veux parler. Oui, vous pouvez réécouter le phone coaching qui a eu beaucoup de succès et avec beaucoup d'avis critiques aussi. Et je soulignais, j'apportais à son attention le fait qu'il n'était pas strictement obligé de lui fournir une explication détaillée. Mm-hmm. Hein, c'est toujours le signe, c'est toujours le marqueur et le symptôme d'un déficit de pouvoir, de se sentir contraint et forcé à l'explication détaillée. Oui, je vois ce que tu veux dire. En réalité, le pervers narcissique étant quelqu'un qui est idéologiquement dans la conviction intime et profonde que tu es son subordonné, et donc qu'il a un petit peu remporté la guerre du pouvoir avant de l'avoir livrée, comme dirait Valterio, ça serait qu'il est un seigneur avant d'avoir été un guerrier. Tu vois ? Le pervers narcissique, première définition, c'est quelqu'un qui a entrevu et a touché du doigt des difficultés dans la vie, ouais, qui s'en est sorti par une conjonction de facteurs, un petit peu de courage, un petit peu de détermination, beaucoup de chance, des facteurs historiques, géographiques, etc. Et qui à un moment voudrait que son fils soit le guerrier que lui n'a pas été. Mm-hmm. Tu vois ? Mm-hmm. Le pervers narcissique est un homme idéologiquement convaincu jusqu'au fond des tripes
d'être un seigneur, mais sauf qu'il n'a pas rigoureusement été un guerrier. Et on le verra d'ailleurs bientôt dans l'anecdote de la boxe. Quand le fils, lui, pratique le sport de combat quotidiennement à haute dose, et quand le père n'a que des vieux restes de boxe anglaise. Oui, tu vois on va voir ce qui se passe. Le pervers narcissique adulte est quelqu'un qui a entrevu des bribes de confrontation physique directe. C'est quelqu'un qui a été un demi-guerrier, un quart de guerrier, un dixième de guerrier. Mais normalement, le seigneur devrait régner sur ses guerriers, non par le doigt de Dieu, mais par simplement par le fait qu'il est censé être le meilleur d'entre eux incontestablement. Mais le pervers narcissique tord le réel. Tu vois, un petit peu comme quand Hollande nous explique que le chômage a baissé alors qu'un cinquième des catégories de chômage a baissé sur les derniers mois. C'est-à-dire que le chômage de catégorie 1 a augmenté, 2 a augmenté, 3 a augmenté, 4 a augmenté, et le chômage de catégorie 5 ou 4, je ne sais plus, a baissé sur 6 mois, pendant 5 ans, et donc ce con nous dit le chômage baisse. Continuons, pas de politique. Quand j'ai entre 6 et 7 ans. Le jeu de mon père est comme beaucoup de papas, on joue à la bagarre. Mais lui, la bagarre pour lui, c'était comme un lion et un lionceau. C'était pas de la bagarre pour jouer, c'était de la bagarre pour montrer que c'était lui le patron. Donc très très vite, ça finissait où il me ceinturait, il m'enfermait entre ses jambes, il me bloquait les bras, il me bloquait les jambes. Et là, il me faisait des bisous sur le front, sur les joues, mais d'une façon assez humiliante, pour me montrer que c'était lui qui était au-dessus de moi et qu'il faisait comme il voulait, et que moi, je ne pouvais pas me battre contre ça. Une fois, 2 fois, et puis je me rappelle une fois où on joue comme ça dans le salon, et là, j'ai ma première crise de nerfs, où il est hors de question qu'on me bloque. Donc là, je me mets à hurler, à devenir rouge de colère, à serrer les poings. Je me débats, je le frappe, j'arrive à m'enfuir de ces tenailles. Et là, je casse tout ce qu'il y a autour de moi. Je mets des coups de pied dans ma porte. Donc là, mon père qui ne comprend pas. Donc, quand on n'a pas les moyens intellectuels de réagir, qu'est-ce qu'on fait ? On met une grosse gifle à son fils pour essayer de le calmer. Voilà, un rapport humain, un homme, un enfant, l'homme gagne. Très vite, je me suis aperçu que j'avais un moyen de faire comprendre que j'étais pas d'accord. Et ce moyen, c'était la violence. C'est mon seul moyen à moi d'exister et de prouver que j'existe. Dans ma tête, j'ai un peu sombré du côté obscur. À ce moment-là, je suis un peu Anakin Skywalker et mon père, c'est l'empereur. Anakin Skywalker et l'empereur. Donc là, on a vu naître la germe de la violence. Le germe, pardon. Le germe de la violence et du combat à la suite de ces disputes, de ces petites altercations répétées. Moi, je t'avoue que oui, mais de ça facto, fait hausser oui. les sourcils, j'ai l'impression. Mais ça m'intéresse moins, paradoxalement, que de remarquer la confirmation de mon hypothèse précédente, à savoir que ce qui surdétermine le rapport du père et du fils, dans ce cas précis bien sûr, c'est la volonté du père de matérialiser sa domination physique. Mmh. C'est-à-dire que le père devrait emporter l'adhésion et l'admiration du fils en l'emportant symboliquement contre d'autres hommes adultes. Mais pas contre son petit garçon. Mais pas contre son garçon. Et c'est là le problème du pervers narcissique. C'est que le pervers narcissique, en tout cas, encore une fois, il échappe à toute définition unifiée, donc nous essayons de nous approcher méthodiquement, d'une façon presque philosophique, d'une forme de définition, par la praxis, une définition cognitive, je crois on dit, conative ou cognitive, pas cognitive. On s'approche d'une de ces nuances, ouais. La perversion de ce papa en particulier est de se tromper de sparring partner
et au lieu de démontrer son pouvoir indirectement à son fils en l'emportant sur d'autres mâles, pour que son fils puisse être fier de son papa et fier du pouvoir symbolique de son papa, son père démontre sa supériorité physique directement sur son propre fils en l'immobilisant et en l'humiliant. Oui, inutile de préciser, mais parce que la question allait sûrement arriver à un moment donné, on condamne tout ça. Hein. De quoi ? On condamne le fait qu'il soit violent avec son enfant. Oui, on condamne toutes les formes de violence. C'est d'ailleurs ce que j'expliquais à la journaliste de 20 minutes qui me disait « mais vous semblez pas condamner les violences des hommes sur les femmes ». Je disais « si mademoiselle, mais je les condamne toutes ». C'est-à-dire je condamne les violences des hommes sur les femmes, des femmes sur les hommes, des hommes adultes sur les femmes enfants, des femmes adultes sur les hommes enfants, des hommes enfants sur les femmes adultes, des femmes enfants sur les femmes adultes, tu vois ce que je veux dire ? Oui, dans tous les sens, c'est une condamnation multilatérale en fait. Yes. Bijective. Je vois bien. Et un jour, on se promène dans les rues de Saint-Étienne avec ma mère qui est enceinte de ma petite sœur Laura. Et là, le choc ultime où je vois mon père sortir de la boulangerie. Qui est le père ? Donc là, oui, j'allais mettre pause. On voit que il a planté le décor tout au début, et il semblerait que dans tout ce décor, le père continue de planter ses graines dans les deux femmes qui fréquentent. Ça devient de plus en plus glauque. C'est mon deuxième pan de définition du pervers narcissique. Donc le premier pan, c'est un seigneur avant d'avoir été un guerrier, et qui donc, au lieu de démontrer son emprise et sa capacité de préhension, pas d'appréhension, mais de préhension sur le monde et d'impressionner sa femme et ses enfants, c'est quelqu'un qui prend sa femme et ses enfants comme à la fois témoins de sa force, mais victimes. Yes. Donc un pervers narcissique est quelqu'un qui va cogner symboliquement ou physiquement son fils pour lui montrer à quel point il est fort, alors qu'en fait il devrait cogner symboliquement d'autres hommes, symboliquement bien entendu, virtuellement, symboliquement, indirectement d'autres hommes, afin d'être la fierté de sa famille. Mais là, en l'occurrence, il immobilise physiquement son enfant et il immobilise virtuellement, indirectement, symboliquement sa femme, en l'empêchant de lui échapper finalement. Sa deuxième femme, là, la mère de Sébastien, yes. Tu vois Donc il les maintient sous son joug. Donc c'est un séducteur au sens propre du terme. Séduire, mettre sous le joug, donc immobiliser. Il immobilise. Il ruine complètement la vie de cette femme adulte et de ce petit enfant en leur démontrant et en leur rappelant au jour le jour sa puissance symbolique, alors qu'en fait il oublie que normalement c'est du billard à 3 bandes. Tu vois, il joue au costaud sur une femme et un enfant. C'est-à-dire qu'il est misérable, il est pathétique cet homme-là. Et le problème c'est que ceci étant dit, tu es obligé dans un travail d'éthique équitable ou d'équité éthique, tu es obligé de te demander, et ça c'est ma formation de sociologue qui m'y oblige, il n'y a jamais de victime unilatérale, il n'y a jamais de relation univoque, tu es obligé de te demander, une fois que tu as dit que c'était un connard et qu'il était dans une espèce de volonté de puissance animalo-nietzschéenne de semer sa graine partout où il pouvait et d'enfanter qui il pouvait. Donc c'est vraiment c'est H pur, sans aucune contraposée au niveau de la puissance, sans que personne ne le remette à sa place en niveau puissance, sans que personne ne le castre. H pur fait des enfants à toutes les femmes de son entourage, tu vois. C'est ça. D'ailleurs, on va voir par la suite, ce que tu viens de dire vient de me faire penser que à aucun moment, je crois, on ne voit un trait de caractère, une action qu'il fait qui pourrait s'apparenter à AF. Hein. C'est vraiment une bête immonde. C'est H, c'est 90%, 95% de H. Donc sa volonté de puissance, son sentiment d'être en vie, ne passe que par engendrer de la richesse, présupposer de la force, et le produit de cette force et de cette richesse, c'est d'engrosser
des femmes sous son joug. Yes. Et c'est d'ailleurs ce que dans l'Antiquité, on attendait d'un empereur. Je le répète, je l'ai déjà dit, je l'ai découvert grâce à Pascal Quignard. On attendait d'un empereur, un empereur de l'Antiquité, c'était Ashpur. Alors aujourd'hui, quand on se demande dans des podcasts qui représente l'icône masculine, c'est parce qu'on est dans un totalitarisme républicain, démocratique mou, où il viendrait à l'idée de personne de visualiser Ashpur dans Hollande ou Sarkozy. Non. Tu vois, ça te fait rire même. Ouais. Mais dans l'Antiquité, ou dans certains pays de l'hémisphère sud, je te garantis que si tu demandes à 3 personnes au hasard qui est Ashpur, c'est leur souverain. Enfin, leur président ou leur souverain. Roi, leur roi, voilà. Et bien dans l'Antiquité, Ashpur, c'était l'empereur. Et il était attendu de l'empereur que pour propager la force du royaume sur les pays d'à côté, il devait engrosser des femmes par dizaines. Tu vois, enfin, on n'aurait jamais tenu compte à Néron du nombre de graines qu'il a semées. Au contraire, c'était presque le moindre de ses méfaits. Yes, bah oui. Il devait être un peu fatigué après tout ça, mais bon. Donc Ashpur est un Ashpur qui n'a pas... Ashpur a 2 choix. Plutôt, il a un choix parmi 2 alternatives. Soit il a la chance d'avoir en lui la part de féminité, et donc il a en lui sa propre contraposée, il a en lui sa propre limite, sa propre balance. Soit il ne l'a pas, et il doit trouver une femme qui l'a, et qui ne se soumet pas comme une esclave. Tu vois. Mais quand Ashpur tombe sur une femme qui se soumet, alors là, la violence est sans limite, parce qu'elle n'a aucune frontière, aucune force contraposée qui maintient l'équilibre. Et donc, il va se reproduire comme ça à l'infini, présupposant toujours, dans un triangle très instable, fait de richesse, de séduction et de force, il va présupposer que parce qu'il a la richesse et la capacité à maintenir des femmes sous son joug, il a la force. Sauf qu'en fait, là, en l'occurrence, il ne l'a pas. Et on voit que dans quelques instants, il va se faire latter la gueule par son fils. Et là, on voit qu'il ne s'est imposé sa force finalement que sur des femmes et des enfants. Donc dans un référentiel bien précis. Oui. Que dans un référentiel de faible, et donc c'est une merde. Mais ayant dit que c'est une merde, il faut toujours rappeler pourquoi cette femme qui avait le temps, le loisir et a priori, imaginons-le, la capacité intellectuelle de comprendre ce que je dis là, ce qui est bien la preuve que je présuppose que les femmes sont aussi intelligentes que les hommes, sinon j'aurais dit qu'elles ne pouvaient pas comprendre. Donc ayant les outils intellectuels pour comprendre exactement ce que je comprends moi, comment se fait-il qu'elle soumette sa vie et celle de son enfant à ce rôle subordonné d'esclave de l'empereur ? Et esclave et nounou et employé de l'empereur, qui la laisse crever de faim en plus, comme on va le voir. Et comment tombe-t-elle enceinte d'un homme qui la traite comme son employé? Mais c'est une question à laquelle j'aimerais avoir une réponse. Mettez votre réponse. Qui ne soit pas une réponse, on va dire, genrée. Qui ne soit pas parce que c'est une femme. Oui. Puisque par définition, on va présupposer que nous sommes égaux et que nous avons la même gamme de stratégies disponibles à chaque instant. Donc j'aimerais qu'on m'explique pourquoi dans la gamme de stratégies disponibles, notamment il y avait celle consistant à se barrer et refaire sa vie, pourquoi a-t-elle choisi de rester ? Et qu'on ne me dise pas 1 c'est naturel, 2 c'est comme ça ou 3 c'est une femme. Puisque les 2 premières explications n'en sont pas, et la 3e est une explication sexiste. Donc je veux une vraie explication qui ne soit pas sexiste. Voilà, et vous pouvez, si vous la trouvez, vous pouvez l'écrire en commentaire en dessous de cette vidéo. En commentaire, en mettant un pouce bleu. Et d'ailleurs, il y a la petite règle pour savoir si vous mettez assez de pouces bleus, c'est au moins de dépasser 10% de pouces bleus par vue. Hein. 1000 10%. 1000 vues, c'est 100 pouces bleus. Voilà. Oui. Allez, go. Là, je suis content, je vois mon père, c'est... voilà, donc on est rompu à l'exercice de se taire pour dire qui on est, donc pas d'esclandre, on ne crie pas, on ne dit rien, mais je suis heureux, je vois mon père. Et je déchante vite quand je vois que mon père est accompagné de sa femme, qui elle aussi est enceinte jusqu'aux yeux de mon 3e demi-frère. Donc bien sûr, on n'était pas au courant. Donc là, c'est la double couche. Hein.
Bah, c'est exactement ce que je viens de dire. C'est-à-dire que il ne les met pas enceintes alternativement. Ah bah non. C'est comme un lapin, quoi. C'est vraiment en parallèle. C'est ça. Et il en tire probablement, énergie cinétique toujours, par un effet d'auto-entraînement, il en tire probablement une grande source de vanité et de force intérieure. C'est-à-dire que l'idée de passer de foyer en foyer, de voir ces 2 femmes grosses, donc ces 2 femmes avec le ventre rond, et les 2 enceintes de lui, doit probablement nourrir, tu sais, dans cette espèce de triangle maudit que j'ai commencé à décrire, triangle où il y a donc le triangle du pervers narcissique, c'est-à-dire la force symbolique, je perds mon fil, la volonté de reproduction et le 3e bout, je ne sais plus ce que c'est, je vais y revenir. Donc, la richesse. Voilà. Donc dans la richesse à foison, la reproduction à foison et la force physique du despote, eh ben, on voit que, on imagine plutôt à défaut de le voir, qu'il doit très probablement, très certainement tirer une énorme vanité du fait comme ça d'être en capacité d'engrosser des femmes tel un démiurge un petit peu. Mm-hmm. Ma mère non plus, puisque pour ma mère, si mon père avait une double vie, c'est qu'avec sa femme ça se passait très mal, qu'il n'avait plus aucun rapport avec elle, qu'il était très malheureux, mais qu'il ne pouvait pas divorcer pour des raisons familiales et financières, mais que du coup il avait ce besoin d'avoir une vie normale, en tout cas amoureuse et physique. Mais là on est face au plus grand des mensonges. Je vois pour la première fois sa femme, donc gros choc. Je serre fort la main de ma mère, de colère d'être face à ça. Ma mère serre d'autant plus ma main, elle aussi, de colère d'être face à cette situation-là. Mon père nous regarde, oui, mais tourne la tête. Une colère abstraite, c'est une colère abstraite et c'est une colère finalement très inefficace et très stérile. Parce qu'elle ne s'est pas matérialisée en acte. Non, c'est-à-dire qu'elle est humiliée. Elle devrait être humiliée jusqu'au plus profond de son être. Et tout ce qu'elle trouve à faire, c'est de serrer la main de son gamin. Facilité de mensonge. Moi, j'en ai terriblement voulu à mon père. C'était presque la goutte d'eau où, d'un coup, tout ce que ma tante me disait, fais attention à ton père, il vous ment. Là, tout commençait petit à petit à prendre un sens. Un enfant, quand il ne le comprend pas, ou il se renferme dans la dépression et dans le mal-être, ou il explose tout. Moi, j'étais plus de la deuxième version, où tout devenait colère et violence. Tout, même à l'école, ça se ressentait. Une dispute avec un copain devenait une histoire d'état où je finissais dans le bureau du directeur. Ma mère était convoquée parce que j'avais jeté une chaise sur mon copain de classe parce qu'il n'était pas d'accord avec moi. Quand j'ai 8 ans, mon père décide de déménager de Saint-Étienne et de s'installer dans le sud de la France pour monter son entreprise, se mettre à son compte. Donc ma mère décide de passer le pas et de le rejoindre. Voilà, ce qui pourquoi fait que déjà que... Pourquoi ? Je demande pourquoi. Oui, c'est là, après 11 minutes 30 de podcast, et tout ce qu'on vient de raconter et tout ce qu'elle vient de subir, enceinte jusqu'au cou, humiliée jusqu'au fond, pourquoi déménage-t-elle ? Elle a dans le baba jusqu'au fond, mais elle est sous le joug, alors que c'est une adulte, en théorie responsable, en théorie autonome, et en théorie dotée de quelque chose de précieux qui s'appelle le libre arbitre. Tu vois ? Oui, je vois. Pourquoi le déménagement de l'un entraîne-t-il mécaniquement la suite de l'autre ? Peut-être que Sébastien va nous dire. Et il n'y a même pas de dépendance économique, puisqu'on verra qu'il ne lui donne quasiment rien. Et puis d'ailleurs, on se demandera pourquoi elle ne bosse pas à un moment, tu vois. C'est-à-dire que, je veux dire, ce podcast pose autant de questions qu'il n'apporte de réponses. Oui, c'est ça. Et il montre d'ailleurs, ce que je répéterai jusqu'au bout, qu'il n'y a pas de bourreau sans victime, et que le meilleur service à rendre à un connard comme son père, c'est une force féminine contraposée qui le met devant ses contradictions et qui lui résiste. Oui, c'est mettre une pierre à l'édifice de sa cause, oui. Ne pas représenter de force contraposée, c'est-à-dire ne pas contribuer à la stabilité et à l'équilibre d'un homme très H, c'est contribuer à le laisser devenir un tyran.
Ce qu'il est fondamentalement. J'ai toujours dit, Léo, tu le sais parfaitement, que H pur est un connard et un tyran. Oui. Et F pur est une courtisane, vénale et manipulatrice. C'est ça. Mais heureusement, personne n'est H pur et personne n'est F pur. Nous ne pouvons faire que nous en approcher. Voilà. H pur et F pur sont des approches asymptotiques. Et si vous voulez bien rigoler, vous pouvez aller sur les pages Facebook Stéphane Edouard ou Homme d'influence, voir deux gros hommes qui mangent du poulet pour vous rendre compte du ridicule. Hein, voilà. Oui, H pur, on ne le dira jamais assez, est un connard, est un tyran potentiel. Je dis bien potentiel car en réalité, très peu ont les moyens de le devenir. Donc c'est un tyran qui ne tyrannise que son chien et ses enfants et sa femme. Ouais. Jusqu'au jour où elle prend un fusil, elle le bute. Hein, on ne parlera pas d'une affaire trop dangereuse. Non. Mais voilà, c'est comme ça que ça s'est passé à mon avis. Donc H pur est un tyran en carton. Qui ne tyrannise que ses enfants, sa femme et son chien, qui devient encore plus H quand il est entre hommes, comme je l'ai expliqué dans une petite vidéo très courte mais finalement extrêmement claire, qui s'appelle Qu'est-ce que F et H et comment on s'en approche, en disant que pour comprendre F pur, c'était 4 meufs dans une Smart, et pour comprendre H pur, c'était un vestiaire de sport. Et tu vois, pour comprendre une soirée de Thanksgiving de H pur, ce sont des hommes qui mangent sans couvert comme des hommes de Cro-Magnon en tenant la jambe de la dinde la patte de la dinde comme ça par l'os, en sortant les dents, tu vois leurs crocs comme des chiens, en se tapant sur le ventre, Vision d'horreur. En s'avinant, en s'avilissant, en arrosant de chips, en arrosant ça évidemment de voilà. Allez, on continue. J'ai pas grand chose à moi. J'ai pas de père officiellement, j'ai une vie cachée, j'ai une sœur qui est handicapée, j'ai une vie déjà assez compliquée, mais en plus là, mes parents décident de partir dans le sud et de m'enlever le peu de stabilité que j'avais. Et je pense qu'instinctivement, je devais ressentir que c'était rentrer dans la gueule du loup. Mon père nous a trouvé un petit appart miteux dans une maison dégueulasse, à côté une parodie de camp de gitans pourri avec des voitures cabossées, limite Mais décharge. c'est quoi, mon père nous a trouvé, ça veut dire quoi? Lui, il a 8 ans, donc il va pas trouver grand-chose. Mais c'est vrai que ça veut dire qu'elle s'est laissée driver jusqu'au point même de... C'est quand même la soumission ultime de suivre sans rechigner, sans discuter, sans émettre aucune question, aucune interrogation, de suivre un homme dont tu es la dernière roue du carrosse, sans même te demander où tu vas habiter avec ton propre fils. Oui, parce que là, on a l'impression que c'est très naturel. Hop, ils déménagent, ils se mettent dans cet appartement, mais tout ça prend énormément de temps. Il y a des visites, il y a plein de choses qui se font, et on a le droit de se poser la question, qu'est-ce qui s'est passé pendant tous ces processus-là ? Oui, qu'est-ce qui s'est passé, et surtout, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de la mère, j'y reviens, pour accepter de quitter un logement qui semblait pour l'instant décent, puisqu'il n'a pas mentionné l'inconfort du logement, donc c'est qu'on peut supposer qu'il était relativement décent, ouais. Et pour se retrouver dans une situation précaire, dans un contexte dangereux, d'immigration sauvage, quasiment dans un camp de gitans, avec son enfant de 8 ans, et à quel motif ? Quel motif ? Pour quel motif ? Pour quel mobile ? Comment ? Pour le mobile qu'il lui était, comme ça, elle s'est soumise à une force qu'elle ne nomme même pas d'ailleurs, qui est le joug de cet homme, et que le déplacement de l'un implique le déplacement de l'autre, qui suit comme un toutou. Mais à quel titre cette femme ne s'est pas souvenue à un moment ou à un autre qu'elle était autonome, qu'elle avait un libre arbitre, qu'elle était une adulte, et qu'elle pouvait tenter également de subvenir à ses besoins et de faire des choix stratégiques qui allaient préserver les intérêts de son fils. Et je suis désolé, quand le père se comporte comme ça, je ne sais pas, et je ne suis pas à sa place pour savoir la meilleure des stratégies. Ce que je peux remarquer en tout cas,
c'est qu'elle ne semble en avoir considéré aucune autre, et certainement pas celle de partir. Certainement Puisque pas. immédiatement, le déménagement de l'un entraîne le déménagement de l'autre, qui ne peut pas vivre sans lui, tu vois. Voilà. Limite des charges. C'est vraiment un appartement, mais alors... j'ai des souvenirs d'odeur et de... C'était une horreur, cet appartement. C'était horrible. C'était dans le sud de la France, dans un village qui s'appelle Olioul, à côté de Sifour. Donc du coup, on était proche de la maison de Sifour de mon père. Mon père pouvait faire comme il l'entendait. Là, on ne vivait encore plus qu'au rythme de mon père. On était devenus ses jouets. Ma mère ne travaillait pas, puisqu'elle arrivait dans un endroit sans travail, sans rien. Donc on ne survivait que grâce à l'argent que mon père pouvait donner. Abandon complément des consenti de souveraineté, ça s'appelle. On ne survivait que grâce à l'argent que mon père pouvait C'est que nous sa donner. mère a fait des choix au détriment des intérêts de son propre fils et a abandonné complètement sa souveraineté au désir de son père, qui lui, encore une fois, je ne suis absolument pas en train de le dédouaner, j'ai répété à 4 ou 5 reprises que c'était un connard, et je le répéterai aussi. Un connard, c'est quoi ? Un connard, c'est Qu'est-ce qu'un quelqu'un connard qui n'a... et c'est une bonne question. Oui. Une connasse, on sait ce que c'est. Peut-être qu'il y a certains hommes qui savent pas, je ne sais pas. Une connasse, on sait ce que c'est, puisqu'elles écrivent des bouquins qui s'appellent La connasse et la femme parfaite est une connasse, dans laquelle elles expliquent que la connasse, elle veut A et son contraire, qu'elle veut tout et rien en même temps, sans rien faire. Bon, on le sait. Ouais. Mais un connard, c'est quoi ? Un connard est un tyran en papier qui désire être suivi par une cour de femmes sous son joug, qu'il puisse engrosser, avec lesquels il puisse forniquer à sa guise, sans aucune forme de régulation, de contrainte ou de protection, donc les faire tomber enceintes régulièrement, voire leur refiler la petite bactérie qui va bien dans le pire des cas, et tout ça sans se voir assigner finalement charge de famille. C'est-à-dire qu'ensuite il donne ce qu'il veut. Un connard est un homme qui veut la luxure, qui veut être rassuré sur son pouvoir symbolique en permanence, et qui se comporte et qui veut transporter sa cour de conquête derrière lui. Voilà. Quand tu donnes à un homme la possibilité, 1, d'avoir le choix, 2, que les femmes qu'il a choisies le suivent, 3, d'en disposer à sa guise, et 4, sans aucune contrepartie, tu crées les conditions objectives qu'il devienne un connard, ce que apparemment le père était déjà, essentiellement, par essence. Mais où est la force contraposée ? Où est la personne qui aurait contribué par des décisions qui entreraient en porte-à-faux avec celle du père au bien de son enfant ? Qu'a fait la mère pour le bien de son enfant ? Je suis désolé, suivre un homme qui te transforme, qui t'objective, c'est-à-dire qui te transforme en objet, qui t'objectise, qui t'assujettit. Suivre un homme qui t'assujettit et te fait vivre dans d'horribles conditions précaires en n'ayant aucun plan de survie, aucun plan d'autonomie et finalement en mendiant à l'homme qui t'engrosse de quoi donner à manger à ton fils, il faut avoir le courage de remettre en question les choix de cette femme. Sinon, on ne fait pas un travail honnête. Sinon, on fait de l'idéologie, on fait du dogme, on fait du sectarisme et on fait du féminisme mal compris. Ouais. Mais là, s'il y a des féminismes intelligentes qui nous écoutent, elles doivent être en mesure de questionner, je dis bien de questionner, au moins de questionner la part de responsabilité de cette femme dans sa situation. Ceci étant dit, j'ai dit au moins 5 fois, et je le dirai une 6e fois, prenant bien en compte la donnée objective que cet homme est à 99% un pervers narcissique et à 100% un connard. Mais ceci ne répond pas à la question de quelle est la part de responsabilité de sa femme, enfin de sa deuxième femme.
Même de sa première d'ailleurs. Exactement. Et en parlant je me permets, Stéphane, une petite parenthèse. En parlant de féminisme intelligent, je ferai remarquer la nouvelle page qui s'intitule Bellica, qui a notamment écrit un article récemment sur le harcèlement de rue et le fait. Ah oui, qu'on a partagé d'ailleurs. C'est ça, qui montrait comment on pouvait facilement se tromper de cible sur qui en étaient les auteurs. Je vous laisserai. Oui, argument d'ailleurs très intelligent qui revient. Bon, on peut le résumer. Tiens, je te laisse le résumer en 2 phrases. Le résumé en 2 phrases, c'est que on a l'impression que c'est le petit homme blanc de la rue nommé Augustin. D'ailleurs, Augustin est mon 2e prénom, 3e. Qui s'acharne sur les femmes, alors que finalement, c'est peut-être un autre type de population, et c'est là où je te laisserai prendre les rênes. Oh, t'as peur de te mouiller, toi. T'as pas envie de te prendre un petit coup de bâton de la Miss Clio derrière les oreilles? Non, mais tu le diras certainement mieux que moi. Quel trouillard! Écoutez le directeur de la publication se chier dessus. Non, mais ce qu'elle veut dire, c'est qu'il y avait une différence entre le petit Augustin du 7e arrondissement et la petite racaille et le raton basique qui lui vient du 9-3, qui est d'ailleurs un lieu complémentaire avec le reportage qu'a fait France 2 de façon assez courageuse et c'est pas qu'ils sont courageux, c'est que simplement que ça ne peut plus se cacher en fait. Voilà. C'est qu'à un moment, Qui c'est trop a été bon. aussi Quoi. relayé par Bellica, où on voit 2 femmes qui se sont baladées dans le 9-3 justement pour aller dans des bars où elles n'étaient interdites pas les d'espace bienvenues. public, oui. Voilà. C'est bon, directeur ? Oui, je vais le synthétiser encore plus en condamnant, en créant comme ça par un coup de baguette magique épistémologique, en créant une catégorie abstraite qui s'appellerait les hommes, et qui n'existe pas évidemment, mais en créant une catégorie abstraite qui s'appellerait les hommes, et en leur appliquant une injonction à ne plus parler aux femmes sans y avoir été invité, en fait, on ôte à Augustin, à Léo, à Charles-Édouard et à je ne sais qui auraient peut-être eu dans des cas très particuliers l'audace de le faire. Finalement, on leur en coupe les jambes, on leur en coupe les couilles, et on les enjoint à rester sur leur iPod, avec leur casque, leurs écouteurs, leur doudoune à colle en fourrure, en raton laveur. On les enjoint à continuer de swiper sur Tinder. Mm-hmm. Et paradoxalement, les coupables les plus statistiquement fréquents de harcèlement de rue, qui sont les gens qu'on a vus sur France 2 et qui sont ce que globalement Léo appelle du raton, ou ce qu'on appelle globalement de la racaille, eux de toute façon n'écouteront pas le discours. Par leur praxis et par leur pratique culturelle au jour le jour, entre leur musique de rap et leur clip de je ne sais quoi, de toute façon ce discours ne l'entendront pas, et quand bien même ils l'entendraient, ne l'écouteraient pas. Mmh. Ce qui fait que les rares hommes courtois et éduqués qui auraient pu faire des rencontres exogames ne les feront plus, mais ça ne changera rien finalement aux pratiques j'allais dire des prénoms, mais on va me dire que je fais de l'ostracisation, donc aux pratiques des racailles sur les Champs-Élysées le samedi soir, dans leur Mercedes AMG de location, avec leurs survêtements, et avec les insultes qui partent au quart de tour quand la jeune fille ne montre pas son intérêt. Eux ne seront pas sensibles au discours, ne l'entendront pas et ne l'écouteront pas. Et en revanche, les seuls qui l'entendront seront ceux qui de toute façon n'avaient déjà presque plus le courage physique d'aller vers des femmes qui les ignorent. Tu vois. Donc, point de vue des femmes, ça ne changera rien, ça empirera même, puisque ça abaissera la qualité globale des gens qui vont leur parler. C'est-à-dire qu'elles ne les aborderont dans 5 ou 10 ans plus que des externalisés, des cas sociaux, des asocialisés, des désocialisés, tu vois. Des débiles, des précaires, des fous. Voilà, tous les mecs normaux seront complètement castrés et contraints à les swiper sur Tinder, avec, comme tu me l'as très brillamment montré récemment, avec 5 chances sur 6 de base de ne même pas être considérés.
Exactement, oui. Puisque le taux de swipe right des femmes sur Tinder, c'est 14%. C'est 14%, voilà. C'est-à-dire que 5 fois sur 6, vous n'êtes pas en mesure de leur adresser la parole. Voilà. Et encore, même quand le match est établi, le nombre de non-réponses est lui aussi très grandissant. Donc on remercie Bellica et je vous invite à liker la page. Et on continue.